La femme est et reste la mère porteuse de l'humanité. La voir, l'entendre et la voir est un don du Créateur. Dans ces numéros inédits de Femina, ces magazines qui vous parlent de femmes par la femme, nous allons vous présenter une autre femme, une grande dame, parmi celles qui régorgent la République démocratique du Congo. Je ne vous garde pas longtemps en suspense, je vous propose de découvrir cette femme dans ses portraits. Engagée dans la lutte pour faire entendre la voix de la femme congolaise, Marie Nyombo Zaïna a accumulé au fil des ans expérience et dynamisme. Avec son diplôme d'État en commercial et administratif, Madame Zaïna a débuté sa carrière dans l'enseignement. Son désir d'aller plus loin l'amène à faire des études universitaires tournées vers le développement à l'université de Bukavu. Au début de l'an 2000, elle ressort avec le titre de licenciée en développement. Originaire d'une province où la femme est réduite à une ménagère et à une mère, la dame du Maniema se décide de changer la donne. D'abord, elle crée une association dénommée APDF, Action pour la promotion des droits de l'enfant et de la femme. Une structure qui lutte contre la discrimination à l'endroit de la femme congolaise et contre la malnutrition chez l'enfant. C'est alors que commence l'épopée Zaïna. Son parcours dans la vie active est marqué d'empreintes à l'encre indélébile. Tour à tour et en bloc, elle partage son expérience professionnelle et son savoir-faire avec de grandes structures nationales, régionales, africaines et internationales. À ce titre, elle a œuvré aussi au sein d'une ONG internationale multisectorielle à Goma. Elle y fait montre de son intelligence raffinée dans les secteurs de développement. C'est de cette source que jaillira le RENADEF. Membre fondatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, Marie Nyombo Zaïna a atteint un échiquier hors pair. Son combat est entendu et appuyé aussitôt par ses pairs activistes et par le partenaire technique et financier comme l'UNIFEM, devenu aujourd'hui ONU Femmes, le PNUD, le Fonds mondial, le PNMLS, le ministère de la Santé et celui du genre, famille et enfants. Avec la bénédiction de ses pairs, elle les représente au titre de déléguée de la société civile au Conseil national multisectoriel des luttes contre le sida, présidé par le chef de l'État Joseph Kabila. Madame Zaïna siège au sous-secteur femmes du mécanisme de coordination des projets du Fonds mondial dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Armée de son savoir-faire, elle a été retenue comme membre du conseil consultatif de l'UNIFEM, actuelle ONU Femmes, pour le compte de la RDC après un appel à manifestation d'intérêt. Rien n'a arrêté cette dame de fer jusqu'alors. Avec son courage en main, elle participe à la création de la coordination nationale du renforcement du système communautaire au sein de la dynamique de l'amélioration de la situation sanitaire de population au niveau communautaire. Elle occupe le poste de vice-présidente en charge des questions techniques et planification. Ensuite, avec son expertise confirmée en genre, management et développement, Marie Nyombo Zaïna a participé, entre autres, à l'élaboration de la politique nationale du genre, de la stratégie nationale des luttes contre les violences sexuelles basées sur le genre, au DCRP2 et à l'écriture de notes conceptuelles pays pour la mobilisation des ressources pays auprès du Fonds mondial pour lutter contre les 3 maladies citées si haut. Fort de son background, Marie Zaïna a parcouru le monde pour faire le plaidoyer en faveur de la femme congolaise à tous les niveaux, en passant aussi par le bureau du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Retenez vos souffles, Marie Nyombo Zaïna n'est pas prête pour baisser le bras. La lutte continue. Marie Nyombo Zaïna est enfin une tendre épouse, une maman attentionnée pour ses 5 enfants et une sœur aînée exemplaire. Elle vous livre son secret tout de suite dans Femina, magazine de femmes par la femme. Je disais, et vous avez découvert la connaissance diversifiée de cette femme à travers ses portraits, et peut-être vous, mesdames qui nous suivez, vous nourrissez les désirs d'être comme elle. Elle va vous donner son secret dans ce magazine Femina qui vous parle de femmes par la femme. Madame Marie Nyombo Zaïna. Bonjour Madame Zaïna. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous, maman? Donnez-nous un peu vos informations. Comment vous allez? Je me porte très bien, surtout que j'ai encore le souffle de vie que Dieu me donne. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Alors, dites-nous,
Vous êtes femme au foyer, vous travaillez, vous avez des ambitions, vous avez 2 projets. Comment vous faites pour arriver à gérer tout cela? Oui, c'est une question très importante par rapport à la dynamique de la participation de la femme à tous les niveaux. Femme mère, femme actrice dans le monde des activités de développement, femme dans la communauté, femme en famille. Tout ça, nous nous disons qu'à notre niveau, nous essayons de mélanger les tout pour relever les défis. Relever les défis par rapport à la femme en tant que femme, parce qu'il y a beaucoup de dires dans la communauté qui croient que la femme, elle est faite uniquement pour le ménage. Exactement. Là, la culture africaine, on a l'impression que la femme, elle est faite pour ça, pour le ménage. Et vous, Madame Zaïna, comment vous vous en sortez? Moi, personnellement, je m'en sors parce que je sens une vocation en moi de ne pas rester uniquement femme dans le ménage, mais femme qui peut apporter quelque chose dans son pays. Et ça, c'est l'expérience depuis l'enfance. Je me disais que je serais quelqu'un dans ce pays. Et même si vous allez le découvrir dans ma communauté d'origine, il y a beaucoup de discrimination. La femme n'a pas de la place, pas du tout de la place. Vous allez le voir dans les statistiques qu'on va partager tout à l'heure. Et moi, c'était un leadership naturel. Je me suis dit, je serai quelqu'un dans ces pays. Je vais aider ces pays, je vais aider ma communauté, je vais aider mon environnement à pouvoir avoir une autre vision de la femme. Et vous en êtes où alors depuis que vous avez commencé votre lutte là? Ah oui, hein, depuis l'enfance, j'ai étudié. Dans ma province, les études n'étaient pas tellement utiles pour la femme, je le répète. La femme était faite pour le mariage. Et le mariage, il faut voir l'âge aussi. Voilà. Déjà, à 14 ans, 13 ans, on reçoit la dot pour toi. Et pour moi, c'était un défi. Je devrais, coûte que coûte, être modèle dans ma communauté. Il fallait étudier. Après les humanités, j'ai orienté mes études dans le développement. Parce que j'ai vu que dans le développement, je peux aider. Surtout que le développement, c'est quitter d'un état défavorable vers un état favorable, quitter un état A vers un état B, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de la population. Je vis que c'était une vocation pour moi. Voilà, je fais des études de développement et c'est ainsi que tout a commencé par là. Dans le développement, je suis licenciée en développement, j'ai fini à Bukavu. Je me suis dit, il fallait concevoir des projets. Et ces projets doivent être partagés avec tout le monde pour essayer de voir comment améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population. Exactement, madame. Et voilà. Dans cet univers-là, vous travaillez avec des hommes, vous travaillez aussi avec des femmes. Et vous qui avez 2 projets, 2 ambitions excellents, comme vous avez expliqué, comment vous faites pour faire passer votre voix? Je fais passer ma voix, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, que c'est à travers les projets. Parce que depuis que je suis dans les actions concrètes, c'est seulement dans le monde du développement que j'évolue, concevoir les projets, essayer de les partager avec tout le monde, en appui avec ceux-là qui sont dans le besoin pour changer leur vie. Je les défends, je discute avec les décideurs, avec les partenaires qui peuvent nous appuyer. C'est comme ça que j'ai mis en place une organisation tout d'abord, appelée APDF, Action pour la promotion et la défense des droits de l'enfant et de la femme. Ah, très bien. À travers cette organisation, j'étais en train de faire entendre ma voix. Mais j'ai compris que ce n'était pas suffisant, seul. Il fallait être en réseau. C'est là où l'idée de pousser un réseau qui travaillerait dans ce sens-là, avec comme porte d'entrée la femme, l'enfant et toute la famille, la cellule familiale, on va pousser le RENADEF, qui est le réseau national des ONG pour le développement de la femme. RENADEF a grandi. C'était à Goma le 12 août dans un contexte d'éruption volcanique de Nyiragongo. C'était à Goma en 2002. Et puis le RENADEF s'est agrandi. J'ai senti le besoin de venir l'implanter à Kinshasa, où il y a le siège de toutes les institutions. Tout simplement dans le souci de faire entendre la voix de la communauté, la voix de cette femme-là qui n'est pas entendue, la voix de ces familles défavorisées, démunies. C'est ainsi que le RENADEF va commencer à travailler en discussion avec différents ministères, avec différents partenaires. Et voilà, pour faire entendre la voix, on est allé jusqu'à faire des plaidoyers au niveau des Nations Unies,
à côté secrétaire général de l'ONU. Donc, on a parlé de tous, oui. Madame Zaïna, le RENADEF a commencé à Goma. Aujourd'hui, il est à Kinshasa. Vous avez multiplié de plaidoyers. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces plaidoyers? Vous en êtes où dans la lutte? De tous ces plaidoyers, il y a beaucoup de réalisations, Madame la journaliste. Bon, je ne sais pas parce que l'émission ne nous donnera pas assez de temps pour parler de tout ça, mais je vais ramasser les grandes lignes. Oui, allez-y. Le RENADEF à Kinshasa, en tant qu'un réseau qui travaille dans l'épanouissement de la femme et de toute la cellule familiale, nous avons essayé d'apporter une réponse, un plus à ce qui se faisait au niveau national par rapport aux stratégies, aux politiques de notre pays. Parce que nous nous sommes dit, les plaidoyers, oui. Mais tant que nous ne retrouvons pas tout cela dans un document normatif, dans un document de politique, de stratégie au niveau pays, nous serons en train de chanter dans le vide. Voilà la première action, avec un grand projet qu'on a eu à réaliser avec UNIFEM dans les temps, UNIFEM actuellement. Ça nous a donné beaucoup d'évidence pour travailler dans le sens d'influencer les politiques parce qu'il y avait beaucoup de données qui n'étaient pas reprises dans nos politiques, dans nos stratégies, dans nos projets. Et avec la nouveauté pour l'atteinte des OMD, il était vraiment obligé qu'il y ait des évidences pour arriver à comparer un état défavorable vers un état amélioré. Et c'est ainsi qu'on a travaillé avec tout le monde. Nous avons participé maintes fois à l'élaboration des documents. Et ma position actuelle au niveau pays, à travers le RENADEF, j'occupe vraiment des postes, parfois des instances décisionnelles, comme par exemple le CNMLS, qui est présidé par le chef de l'État lui-même, qui est le conseil multisectoriel de lutte contre le sida. Là, je représente toutes les organisations féminines. Je suis dans les conseils consultatifs des UNIFEM. C'est toujours dans le sens de voir comment influencer ces leaderships et faire entendre la voix de tout le monde. Je dis que madame, vous êtes une grande dame, je dis à nos téléspectateurs tantôt, et ils sont en train de découvrir la clé de votre succès. Dites-nous, madame, par rapport à votre lutte pour faire entendre la voix de la femme, il y a des rapports nationaux comme internationaux qui ont classé la République démocratique du Congo comme un mauvais élève en matière de viol. Qu'est-ce que vous en dites? Exactement, il y a ça. J'étais vraiment gênée par rapport à cette situation, mais actuellement, les efforts sont fournis. Effectivement, ça, c'était parce qu'appeler la RDC capitale mondiale de viol, ça nous mettait très mal à l'aise. Donc, si tu passes à côté, on te viole. Si tu rentres dans la chambre, on te viole. C'était ça que ça signifiait. Et puis, c'était pour ternir aussi l'image du pays. Et à travers ces données-là, nous sommes en train de travailler vraiment dans le sens de pouvoir endiguer ces fléaux. Actuellement, il y a beaucoup de partenaires internes tout comme externes qui sont vraiment derrière la question, dont l'ONU-Femmes et tous les partenaires bi- et multilatéraux. Ils sont en train vraiment de travailler. Dernièrement, il y a la Suède qui a publié, l'ambassade de Suède qui a publié l'enquête sur le profil genre en RDC. C'était dramatique. Il fallait voir les chiffres. Donc jusque-là, nous avons beaucoup de défis à relever. De mal en pire. Bon, de mal en pire. Parce qu'il y a la non-application de tous ces traités que la RDC a signés au niveau international. Ce n'est pas mis en application. Donc, si nous connaissons encore cette situation d'une manière dramatique par rapport à d'autres pays africains, c'est tout simplement la problématique de non prise en compte ou non-application de tous ces traités internationaux dans le plan de 12 domaines de Beijing, dans toutes ces déclarations 1325 qui est en train vraiment de frapper sur ça, dans la CEDEF même. Donc, je pense que il y a un problème de suivi de tout ce que la RDC a souscrit au niveau international pour arriver à endiguer tous ces mal-là et tous ces fléaux. Viol, Madame Zaïna, il y a des gens qui pensent que violence sexuelle, c'est limite au viol. Alors que violence sexuelle, il y a discrimination, il y a la violence verbale, il y a tous ces actes de barbarie. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Oui, je dirais qu'il y a quand même une nuance par rapport à ça. Exactement. Je ne pense pas qu'on peut parler de violence sexuelle pour expliquer toutes les formes de violence dont les femmes sont victimes. Il faut plutôt parler de violence basée sur le genre. Et sexuelle c'est justement pour ce qui a trait au sexe et tout. Donc, par rapport aux violences basées sur le genre, nous avons plusieurs formes de violence. Et nous devons plus nous atteler sur ces formes de violence que parler uniquement de violences sexuelles parce que c'est une forme de violence qui existe bien sûr, mais si nous nous mettons uniquement à traiter la violence sexuelle comme telle, on ne saura pas vraiment arriver à relever les défis par rapport aux autres formes de violence. Et c'est pourquoi même il y a le ministère d'un genre qui a amorcé
le processus de la révision du plan stratégique national de lutte contre les violences sexuelles est basé sur le genre. Donc, ce plan, dans les temps, il mettait beaucoup plus d'accent sur les violences sexuelles. Or, en dehors des violences sexuelles, il y a les violences sociales, il y a toutes les formes de violence par rapport à la participation de la femme au niveau politique, il y a toutes ces formes de violence par rapport même à la femme travailleuse, par rapport à la femme dans le milieu rural, par rapport à la femme qui fait son champ là-bas. Il y a plusieurs formes de violence qu'il faudra suivre si réellement nous voulons renverser la tendance actuelle qui est vraiment dramatique par rapport à la situation de violence. Renverser la tendance actuelle, comme vous dites, est-ce qu'il serait convenable que l'État congolais introduise dans son système éducatif des programmes sur la promotion de la femme? Effectivement, parce que la problématique de violence sexuelle est basée sur le genre. Il ne doit pas être un seul apanage du ministère du genre, par exemple, mais c'est un problème qui doit être vu d'une manière transversale, à travers tous les ministères, dont le ministère de l'Éducation, parce que le fondement du ministère de l'Éducation, c'est l'éducation. Et il faut vraiment insister dès le bas âge que la fille et le garçon puissent comprendre que dans la communauté, il n'y a pas un sexe qui est moins considéré, un autre qui est plus considéré, parce qu'il faut donner la chance aux deux sexes de pouvoir évoluer normalement, de pouvoir avoir la chance d'accéder soit aux études, soit à la formation ou à un travail de sang, sans tenir compte de celle-ci est femme, celui-ci est fille, et même dans nos maisons, parce que cette éducation, si ça se fait au niveau éducationnel, au niveau du ministère ou je ne sais pas, des écoles primaires, secondaires et professionnelles, ça doit se poursuivre dans nos familles. D'ailleurs, la famille, c'est la cellule mère même qui doit commencer à éduquer tous les enfants de la même façon. Vous avez un garçon, vous avez une fille, il ne faut pas montrer au garçon que toi, ton rôle, c'est jouer, par exemple, au football et laisser la fille en train de faire la vaisselle pendant que tous deux, ils ont un devoir d'aller à l'école. Quand est-ce que la fille va faire son devoir? Et comment il va revoir ses notes? Et c'est là où il y a la déperdition même au niveau des études, une autre forme de violence. Elles commencent nombreuses, les filles, mais vers la fin, elles finissent avec un taux très minime. Il y a un nouveau concept, ouais. Chosification de la femme. Au niveau de l'école, pour avoir 2 points, la fille doit passer par le sexe. Pour avoir de l'emploi, le sexe. Même aujourd'hui, on dit même dans des églises, dans des organisations, c'est le sexe, la monnaie. Alors vous, madame, il y a des femmes qui vivent dans des frustrations à cause de cela. Il y a celles même qui refusent d'aller travailler ou d'aller à l'école parce qu'elles vivent avec cette idée que la femme, elle est chosifiée. Je te jure, cette problématique bloque beaucoup les femmes à pouvoir avancer. Et déjà, c'est une norme, je peux dire, sociale. Donc, c'est la société qui, justement, est en train d'attribuer cette considération à la femme. Parce que jusque-là, le statut juridique de la femme, il est considéré comme inférieur à l'homme. Et c'est là où vous trouvez qu'on est en train de chosifier la femme. On la chosifie, comme tout ce que vous venez de détailler là. Si, par exemple, je peux aller vers la femme qui fait l'agriculture au niveau rural. Elle fait les champs. Elle participe vraiment à la production à plus de 80%. Et après la récolte, vous trouverez le mari décider sur la production sans avoir associé la femme qui était la première à pouvoir contribuer énormément. Et même les revenus de sa production, elle ne sait pas bénéficier de ça. Au contraire, l'homme va aller encore chercher d'autres femmes derrière la force de cette femme. Chosification de la femme. Si aujourd'hui on va parler des points sexuellement transmissibles, exactement. Mais c'est un problème. Moi je me dis, est-ce qu'on aura la relève après toutes ces femmes que toi, madame la journaliste, tu connais en RDC, parce qu'il y a des femmes bien, il y a des femmes bien éduquées, mais actuellement nous vivons cette situation, les points sexuellement transmissibles. Si tu es devant cette fille-là, qui prend à la légère ses études, qui est juste en train de croire que si j'ai regardé l'instituteur avec les beaux yeux, c'est fini pour moi, je vais passer des classes, je vais monter d'auditoire en auditoire. C'est bien, mais dans la vie active, tout cela, c'est payé dans la vie active. Parce qu'actuellement, si nous disons que les femmes doivent participer à la gestion de la chose publique, mais ce n'est pas parce que je suis femme que je dois aller quelque part et mériter, par exemple, d'être casée quelque part. Je dois être capable de défendre ma cause, de défendre la cause des autres et savoir ce que je veux. Mais si déjà, je passais toute ma formation dans la légèreté, tu crois que je peux apporter quoi? La belle femme du monde apporte que ce qu'elle a. Chosification de la femme jusqu'au niveau
professionnels, par exemple, pour accéder à des postes de responsabilité ou à des postes décisionnels, c'est très compliqué. Très compliqué parce que dans la tête des hommes, ils se représentent la femme comme une chose, comme quelqu'un qui peut juste être là pour embellir, pour le plaisir, ignorant que cette femme a quelque chose à apporter sur le plan professionnel et même dans les ménages, il y a la chosification de la femme. Parce que moi, je suis homme, je travaille. La femme n'a pas le droit de comprendre, de connaître ce que je produis, ce que je gagne. Et je viens, je m'impose, je laisse ce que je laisse sans toutefois planifier avec cette femme. Vous croyez que cette femme, à quel niveau elle peut participer au développement de ces ménages? Donc, il y a un engrenage terrible qui contribue à ce que cette tendance ne puisse pas être renversée actuellement et qui demande beaucoup d'efforts, Madame la journaliste, beaucoup d'efforts à tous les niveaux, comme ce que vous êtes en train de faire actuellement là. Oui, nous chercher voir dans cet engrenage, il y a la femme comme actrice, il y a l'homme aussi comme acteur. Comment pouvons-nous faire pour relancer, pour donner sens au concept de parité? Exactement, exactement. Le concept de parité, oui, il est compris. Il est même constitutionnel. Mais la mise en application par rapport à tout ce qui s'est fait, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, par exemple, la loi électorale réformée reconnaît la parité. Exact. Mais quand vous allez dans l'article 13 de cette loi, il est en train de dire que si on n'a pas de femmes sur la liste et tout cela ne peut pas dire qu'on ne puisse pas, que la liste, par exemple, de tel ou tel parti puisse être irrécevable. Donc, quelque part, on dit quelque chose et on n'est pas en train de renforcer les mesures de mise en application. Et c'est là où la parité est en train encore de poser beaucoup de problèmes chez nous. Par exemple, si aujourd'hui à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, nous avons sur 500 députés, 485 sont des hommes. Uniquement 42 sont des femmes. Madame, c'est là où les lois se discutent. C'est là où parfois on vote certaines grandes décisions qui engagent ces pays. Ces femmes déjà minoritaires, pensez-vous qu'elles peuvent influencer quoi? Il n'y aura pas D'où, si nous considérons que l'homme c'est un acteur par rapport à la mise en œuvre de la parité dans notre pays, et la femme aussi actrice, le travail doit être plus orienté vers cet homme-là, il doit comprendre qu'il y a un défi à relever parce qu'aucun pays ne s'est développé uniquement avec les hommes, sans les femmes. Le développement, c'est l'homme et la femme, à tous les niveaux. Et tant que nous allons demeurer à cette tendance qui, vraiment la courbe est inclinée. Aujourd'hui, si nous voulons parler de l'épanouissement de la femme, non, ne nous importez pas, ne faites pas ceci, cela, parce que nous ne sommes pas les Occidentaux. Non, ce n'est pas un problème des Occidentaux ou un problème de Congolais, c'est un problème de la réalité des faits. Tant qu'il y aura des équilibres entre les hommes et les femmes, on ne parlera jamais de développement. Et même si nous sommes en voie de développement, cette voie-là sera longue. Madame pour arriver à dites-moi, alors, mais vous tirez sur les hommes, mais il faut voir aussi du côté de la femme. En RDC, il n'y a pas encore eu de femme présidente de la République, encore moins Premier ministre, ni encore ministre de la Défense. Ne pensez-vous pas que la balle tombe aussi du côté de la femme elle-même? Exactement. Je venais de te donner juste le statistique par rapport à l'Assemblée nationale. Sur 500, vous avez 400 et plus, uniquement 42. Déjà, il y a un problème. Comment ces femmes-là peuvent arriver à se faire élire, se faire accepter? Comment ces femmes-là peuvent arriver à être nommées? Parce qu'il y a aussi des nominations dans certaines institutions au niveau pays. C'est à ce niveau-là que la femme peut arriver à avoir sa propre politique, de voir comment elle peut concevoir ses projets par rapport à sa participation à la gestion de tout ce qui se fait au pays. Mais tant que la femme va demeurer démunie, sans moyens, Madame la journaliste, vous pensez qu'elle peut faire quoi? Malgré son intelligence, malgré sa bonne volonté, mais tant qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Mais qui doit lui donner ces moyens? Les moyens, c'est justement reconnaître que la femme doit bénéficier au même titre que l'homme à la gestion de ces pays. Quand, par exemple, il y a des décrets qui nomment les femmes ou qui nomment les gens au niveau des institutions du pays, le pays doit tenir compte, ou le gouvernement doit tenir compte de toutes ces femmes qui sont là, qui sont capables de faire quelque chose, d'apporter quelque chose, les aligner aussi. Elles sont combien?
elles sont nombreuses. Par exemple, nous autres, nous sommes là. On ne nous a jamais nommés. Elles sont nombreuses. Les femmes là comme vous se sont imprégnées elles-mêmes de la politique, madame. Bon, effectivement, c'est ça. Parce que nous nous sommes dit, au lieu d'être derrière, nommez-nous, autant que nous puissions nous faire connaître par nos œuvres, voilà. Nous battre. Nous nous battons. Malgré les conditions difficiles, malgré l'environnement compliqué, parce que cet environnement est compliqué, hein, ne vous en faites pas. Là où il y a les hommes, pour qu'on accepte ton idée, mais j'en ai vécu dans les conceptions des différents documents pays. Quand tu veux faire adopter une idée, il faut nécessairement avoir des évidences. Et quand tu as des évidences qui convainquent les hommes, je pense qu'à ce niveau-là, les hommes peuvent un peu lâcher, malgré qu'ils ne veulent pas à tout prix que les femmes arrivent à menacer l'espace parce qu'ils sont en train de croire qu'on est en train de faire les combats, de renverser pour que les femmes soient nombreuses partout et que les hommes... Non, loin de là. Mais nous devons quand même essayer d'améliorer. 40, 480, c'est énorme. Et avec ça, ça varie. Hein? Ça varie d'une province à l'autre. Je peux te donner l'exemple, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Ici à Kinshasa, 17,5%. Mais dans le Maniema, 0 femmes. Qu'est-ce qui explique ça? Oui. Où sont les femmes du Maniema? Elles sont, je ne sais pas là où elles sont, mais moi-même je suis du Maniema. Je suis du Maniema, mais je continue avec ces combats, mais je sais qu'elles sont là. Elles sont quelque part. C'est là où j'ai rejoint ta question de dire comment elles peuvent se faire valoir. C'est justement essayer de travailler. Les femmes qui sont déjà suffisamment éclairées doivent aider ces femmes-là qui n'ont pas encore assez d'informations sur leurs droits. Et peut-être elle est capable, mais elle s'ignore. Et peut-être elle a des talents, mais elle a peur que si j'ai parlé, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils risquent de hurler sur moi, ils risquent de croire que j'ai... Donc, la femme est en train de se sous-estimer pendant qu'il y a des femmes qui sont capables. Si je vais, par exemple, au niveau provincial, dans toutes les provinces à Kinshasa, Assemblée provinciale, 20,5%. Dans les Maniema, 0 femmes. Donc, les femmes du Maniema ont un problème alors? Bon, ce ne sont pas les femmes du Maniema. Ce ne sont pas les femmes du Maniema qui ont un problème, mais c'est les normes socio-culturelles qui sont en train de se répercuter, qui sont en train de montrer l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, qui sont en train de dire que bon voilà, les hommes sont supérieurs et croire que, par exemple, le niveau décisionnel c'est réservé aux hommes, pas les femmes. Là, il faut travailler. Il faut travailler dans la communauté. Vous dites de travailler. Comment ils vont travailler? Vous dites que vous êtes en train de vous battre. Mais donnez à ces femmes votre secret. C'est quoi votre secret? Exactement le secret. Hein. Moi, personnellement, je voulais sillonner tous ces pays pour aider les femmes. Mais je t'ai dit, on est bloqué par les problèmes des moyens. Madame Zaïna, elle va avoir... Oui, est-ce qu'elle a son avion propre pour commencer à sillonner dans toutes les provinces? C'est pour te dire que ça demande le moyen. Il faut payer les billets, aller-retour, aller sensibiliser les femmes, expliquer aux femmes, travailler avec les hommes pour que les hommes acceptent d'accompagner les femmes qui démontrent leur capacité de pouvoir faire quelque chose, apporter quelque chose. Et moi, je me dis que par rapport à tout ce que nous faisons, je dois quand même renforcer aussi, ne serait-ce que pour le Maniema, je peux me battre pour trouver, ne serait-ce qu'un billet d'avion pour aller, ne serait-ce qu'aider les frères et sœurs. Je le fais partout, hein. Je le fais partout. Le RENADEF, il est national. J'ai apporté d'ailleurs partout plus que dans cette province. Je travaille dans les Bas-Congo, je travaille dans le Katanga, je travaille dans le Nord Kivu, le Sud Kivu. À Kinshasa, ici, on connaît Maman Zaïna. Donc ici, vraiment, je travaille beaucoup avec... les femmes, mais je me dis, nous avons aussi les hommes hein, dans le RENADEF. Nous avons les hommes dans le RENADEF qui travaillent pour les pensions de la femme. Le 8 mars. C'est le 8 mars qu'on voit les femmes. Et aujourd'hui, vous êtes où? Où sont-elles? Nous sommes là. Non, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et où sont les autres? Elles sont là. Si tu les cherches, tu vas les retrouver. Le 8 mars, vous êtes nombreuses dans les rues. Le problème du 8 mars, c'est un problème de rappel. C'est comme toi, tu fais ton anniversaire, tu te dis, bon, moi, Astrid, je suis née à telle date, tel jour. Et arrivé à cette journée-là, elle est spéciale plus que les autres jours. Alors, c'est comme ça avec les femmes. Les mouvements des femmes avaient commencé il y a longtemps. C'est juste l'anniversaire. Mais ce n'est pas pour dire que nous devons seulement considérer l'unique journée du mois de femmes de mars. C'est pour croire que c'est l'existence de la femme. Non, elle existe. Elle est au ministère malgré les nombres réduits. Elle est au ministère, aux différents ministères. Elle est dans quelques institutions, mais elle ne représente rien. Et les hommes disent que les femmes préfèrent aller s'entasser dans les églises.
Ah oui, s'entasser dans les églises, je me dis oui, ça dépend de la conviction et de la manière dont on perçoit la foi. Je ne suis pas, moi, de cette catégorie de femmes qui croient que je dois passer toute ma journée dans l'église pendant que j'ai des choses à faire. Il est question, ce n'est pas que je refuse moi-même, je suis chrétienne, pratiquante. Je prie, j'aime Dieu. Tout ce que je fais d'ailleurs, c'est grâce à cette puissance divine qui me pousse à le faire. Mais je me dis, est-ce que c'est pour cette raison que la femme doit abandonner tout ce qu'elle doit faire pour passer toute la journée en train de prier, et même le bon Dieu, il dit, cherchez, vous trouverez. Mais tu vas chercher quand tu es là, cloué, tu es là tout le temps, tu n'es pas... Tout d'abord, elle aura un problème d'épanouissement, parce que tout ce qui se fait, elle ne saura pas suivre. Il y a la vie spirituelle, mais il y a aussi la vie physique, il y a la vie charnelle, il y a la vie par rapport à tout ce que nous devons apporter dans nos communautés, qui demande notre dynamisme. Je ne refuse pas aux femmes de prier, mais nous devons faire la part des choses. C'est comme on m'avait posé la question, comment vous arrivez à concilier le ménage, les enfants, la famille et le travail? Je le fais. Et même au niveau professionnel, je ne pense pas que les hommes... Je ne pense pas que les hommes qui travaillent avec Maman Zaïna sont déçus. Je ne pense pas. Ils ne sont pas déçus. C'est bientôt les vacances. Les jeunes filles vont aller en vacances. Votre message, votre mot pour que ces jeunes filles profitent de leurs vacances pour renforcer leur niveau de culture? Oui, c'est un problème d'éducation civique. C'est un problème d'éducation civique et nous devons nous rapprocher de ces ministères qui a de l'argent pour ça, pour que dans les communes, dans nos territoires, dans la ville ici de Kinshasa, que nous puissions sensibiliser les jeunes filles à ne pas se laisser faire parce que les vacances commençaient à sortir sans contrôle, poser des actes qui ne cadrent pas avec l'éthique. C'est vraiment un moment de pouvoir rester aussi en famille, essayer d'apporter quelque chose en famille, mais n'empêche, s'il y a des visites, que ça soit coordonné et qu'on sache on va où pour faire quoi. Les vacances sont là, les jeunes filles, tout comme les jeunes garçons, hein, parce que je ne vais pas vraiment montrer que ce sont les jeunes filles seulement qui doivent rester assidues à faire des travaux ménagers. Les jeunes filles, tout comme les jeunes garçons, ils doivent tous se réintégrer dans leur famille et essayer de faire quelque chose en famille, aider les parents dans les travaux, chacun dans sa possibilité, dans ses efforts, dans ses compétences, mais aussi lire beaucoup et suivre les informations. Exactement. Madame la journaliste, je vous assure, nous sommes en train d'aller dans la dérive avec nos jeunes filles. Bon, je ne sais pas les jeunes garçons, je n'ai pas les statistiques, mais d'une manière générale, les filles, c'est suivre les films, c'est suivre le théâtre, parfois qui n'apportent rien dans leurs connaissances. Et c'est ça qui pose un problème de culture aussi. Donc je voulais conseiller à ces jeunes filles, quand vous avez la télévision, essayez de suivre les informations, les actualités du pays, et ne serait-ce que les émissions. Ça instruit, ça construit l'être pour bien se préparer à la rentrée scolaire. Comme ça, quand il y aura des questions de culture générale, on ne sera pas en train de chercher à tricher ou chercher à donner de l'argent pour monter des classes, mais du moins, on aura à donner ce qu'on a appris. Maman Zaïna, c'était un réel plaisir. Vous avez bien parlé. Merci beaucoup, Maman Zaïna. C'est à moi de vous remercier. C'était un réel plaisir d'échanger avec nous et nous avons tous appris des choses bien importantes. Alors, avec le même et réel plaisir, je pense vous retrouver dans un autre numéro inédit des Fémina, votre magazine qui parle de femmes par la femme. Avec le même plaisir, je vous dis, investir dans la femme aujourd'hui, c'est investir dans l'humanité. Au revoir. Maman Ali doit envoyer de l'argent à ses enfants. Mais elle n'a pas beaucoup de temps. Où va-t-elle trouver la solution? Mais madame, vous allez où exactement? Je cherche une agence de transfert international pas chère. Madame, regardez.
Dès aujourd'hui, rendez-vous dans l'une de 350 agences Western Union en RDC et profitez de nouveaux tarifs pour envoyer de l'argent en Afrique, en Belgique et en France. Désormais, les frais d'envoi vers l'Afrique sont à partir de 10 $, toutes taxes comprises. Pour vos envois vers la Belgique et la France, c'est à partir de 12 $, toutes taxes comprises de frais. Grâce à nos nouveaux tarifs, envoyer de l'argent à l'étranger avec Western Union devient encore plus facile. Western Union, moving money for better. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Déborah. Mais papa na poche et l'autre côté. Pia Kamabe. Atali gauche, atali droite. Ah! Akata kaka calendrier. Poda tango. Et l'envoyer na moto. Papa! Déborah?